Ma famille a séché ma pendaison de crémaillère, mais m'a envoyé une facture de 28 000 € pour les frais médicaux de ma sœur. Choqué, j'ai ouvert les dossiers d'assurance. Chérie, maman a texté, nous savons que tu as l'argent. J'ai souri et j'ai publié chaque demande de remboursement, montrant comment il avait empossé 175 000 € de ma police. Je fixais l'enveloppe sur le comptoir de ma cuisine, mon café refroidissant à côté. L'adresse de l'expéditeur m'était familière, la maison de mes parents, où j'avais grandi, où je n'étais plus la bienvenue. À l'intérieur se trouvait une facture, soigneusement dactylographiée et détaillée comme une note de restaurant. Mais au lieu de nourriture, elle listait les frais médicaux de ma sœur, Amélie, 28 000 €. Juste comme ça, comme s'il commandait à emporter. Mon téléphone vibra. Le SMS de maman brillait sur l'écran, « Chérie, nous savons que tu as l'argent. C'est pour la famille. » La famille. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. La même famille qui n'était pas venue à ma pendaison de crémaillère la semaine dernière. La même famille qui avait dit qu'elle était trop occupée pour voir la maison que j'avais travaillé si dur à acheter, la maison qui représentait tout ce que j'avais accompli par moi-même. Je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans, et voici comment j'ai découvert que ma famille commettait une fraude à l'assurance en utilisant ma police depuis des années, et comment je me suis assuré qu'ils remboursent chaque centime volé. Le truc avec la famille, c'est qu'ils savent exactement où vous faire mal. Ils connaissent vos points faibles, vos points de pression, les mots exacts qui vous feront céder. Pendant des années, j'ai été la responsable, celle qui avait un bon travail dans les enquêtes de réclamation d'assurance, qui économisait son argent, qui aidait chaque fois que quelqu'un en avait besoin. Et ils en avaient souvent besoin. Amélie, ma sœur cadette de 2 ans, a toujours été la favorite de la famille. La créative, l'esprit libre, celle qui avait besoin de plus de soutien. Quand elle a quitté son travail pour devenir artiste, devinez qui a payé son loyer. Quand elle a eu besoin de soins dentaires d'urgence, devinez quelle carte de crédit a payé. Quand elle a voulu faire une retraite de guérison à Bali, devinez qui a été culpabilisé pour la financer? Mais la semaine dernière, c'était différent. Ma pendaison de crémaillère devait être spéciale. J'avais enfin réussi, acheter ma propre maison, une belle maison de 3 chambres avec un jardin. J'avais envoyé les invitations des mois à l'avance. Maman avait promis de faire ses fameuses lasagnes. Papa avait dit qu'il apporterait ses outils pour m'aider à m'installer. Amélie était censée aider à décorer. Le matin de la fête, j'ai reçu un SMS, « Désolé ma chérie, Amélie ne se sent pas bien. Nous devons nous occuper d'elle. Tu comprends, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourra faire quelque chose de petit plus tard. » Je me tenais dans ma maison vide, entouré de cartons non ouverts et de plateaux de fête intacts, regardant mes amis arriver un par un, leur visage plein de pitié quand j'expliquais que ma famille ne pouvait pas venir. Encore une fois. Maintenant, une semaine plus tard, voilà cette facture. Je la repris, examinant les listes détaillées, visites aux urgences, consultations de spécialistes, médicaments sur ordonnance, tous datés des 3 dernières années. Mais quelque chose clochait. Les dates, les montants, ça ne collait pas. C'est alors que je me suis souvenu. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler à la compagnie d'assurance, j'avais ajouté Amélie à ma police en tant que personne à charge. Maman avait insisté, disant que cela aiderait la famille à économiser de l'argent. J'avais accepté, parce que c'est ce que je faisais toujours, aider, faciliter les choses, jouer la bonne fille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon système de travail. En tant qu'enquêtrice principale des réclamations, j'avais accès à tous les dossiers de police. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sortais le dossier d'Amélie. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Les réclamations ne correspondaient pas. Pas même de loin. Là où la facture indiquait une visite aux urgences de 3 000 € pour de fortes douleurs abdominales, la réclamation d'assurance était de 6 000 €. Là où elle listait 2 500 € pour des consultations de spécialistes, la réclamation indiquait 5 000 €. Chaque article était gonflé, doublé, parfois triplé. Ils avaient déposé de fausses réclamations et empoché la différence, en utilisant ma police, en utilisant mon nom, pendant 3 ans. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de maman, « Sophie, as-tu reçu notre lettre? Amélie en a vraiment besoin. Ne rends pas les choses difficiles. » Difficile. C'est ce qu'ils m'appelaient toujours quand je ne leur donnais pas immédiatement ce qu'ils voulaient. Difficile, égoïste, insensible. J'ai parcouru d'autres dossiers, mes mains tremblant maintenant de colère.
Le montant total qu'ils avaient réclamé sur 3 ans, 175 000 euros. Le montant qu'ils avaient réellement dépensé, moins d'un tiers de cela. Ils avaient empoché plus de 120 000 euros, en utilisant ma police d'assurance, mes identifiants, ma confiance. Le pire, c'est qu'ils avaient utilisé ma position dans l'entreprise pour s'en tirer. Ils savaient que les réclamations des familles des employés étaient moins examinées. Ils savaient que j'avais un dossier impeccable, que personne ne remettrait en question les réclamations de ma personne à charge. Mon café était complètement froid maintenant, mais je m'en fichais. J'étais trop occupé à compiler un dossier, à télécharger chaque réclamation frauduleuse, chaque anomalie, chaque élément de preuve montrant exactement ce qu'ils avaient fait. Un autre SMS, Sophie, ton père dit que si tu vas être difficile à ce sujet, peut-être que nous devons discuter de ton héritage. J'ai éclaté de rire à celui-là. Héritage? La maison qu'ils avaient hypothéquée 3 fois pour payer les projets d'Amélie? Les économies qu'ils avaient vidées pour ses urgences? Qu'est-ce qu'ils pensaient exactement que j'allais hériter? Mon téléphone sonna. Le visage d'Amélie apparut à l'écran, son sourire parfait me narguant. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Sophie, s'il te plaît, pleurnicha son message. Tu sais que j'ai eu du mal. Les factures médicales me tuent. Maman et papa ne peuvent plus aider. Tu es la seule qui a de l'argent. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Voilà encore ce mot. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à composer un message au service d'enquête sur la fraude de mon entreprise. Mes mains ne tremblaient plus. Je me sentais calme, concentré, comme toujours lorsque je travaillais sur une affaire particulièrement complexe. À qui de droit, je vous écris pour signaler une série de réclamations d'assurance frauduleuses. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. SMS après SMS, appel après appel. Je les ai tous ignorés. En tant qu'enquêtrice des réclamations au sein de cette entreprise, je considère qu'il est de mon obligation éthique de signaler cette fraude. Un autre message vocal de maman, Sophie, quoi que tu penses faire, souviens-toi que nous sommes une famille. La famille se protège mutuellement. J'ai joint une documentation complète montrant un schéma de fraude intentionnelle s'étalant sur 3 ans. La voix de papa ensuite, ne fais rien de stupide, Sophie. Tu le regretteras. Le montant total des réclamations frauduleuses dépasse 120 000 euros. Amélie encore, tu es juste jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. Tu as toujours été jalouse. J'ai terminé l'email, j'ai joint toute la documentation et j'ai placé ma souris sur le bouton « Envoyer ». Des années de conditionnement, d'être la bonne fille, la responsable, m'ont fait hésiter un instant. Puis je me suis souvenu de ma maison vide la semaine dernière, de la pitié dans les yeux de mes amis, des années de manipulation, du sentiment d'être utilisé, de les regarder me vider jusqu'à la moelle tout en prétendant que c'était pour mon propre bien. J'ai cliqué sur « Envoyer ». En quelques minutes, mon téléphone professionnel a commencé à sonner. Le chef du service des fraudes, Monsieur Martin, voulait me rencontrer immédiatement. J'ai accepté de venir, même si c'était dimanche. En conduisant au bureau, mon téléphone personnel n'arrêtait pas de vibrer. Il devait avoir senti d'une manière ou d'une autre ce que j'avais fait. Les SMS de maman devenaient désespérés, « Sophie, s'il te plaît, appelle-nous. Quoi que tu fasses, arrête. Nous pouvons en parler. » Le service des fraudes était calme un dimanche matin. Monsieur Martin attendait, le visage grave. « Sophie, ces allégations. Es-tu sûre de ça? » Je lui ai tendu mon téléphone, je lui ai montré la facture qu'il m'avait envoyée, les SMS, les menaces. J'ai ouvert mes relevés bancaires personnels, montrant comment ils m'avaient utilisé pendant des années. Ils utilisent ma position ici, ai-je dit, ma voix ferme. Ils utilisent ma confiance. Et ils doivent payer pour ça. Il a hoché la tête lentement, la compréhension se dessinant dans ses yeux. Cela signifiera une enquête officielle. Votre famille pourrait faire face à des accusations criminelles. Êtes-vous préparé à cela? J'ai pensé à ma maison vide, aux années passées à être le distributeur automatique de la famille, à les regarder louer Amélie tout en me traitant comme un compte bancaire avec des jambes. Oui, ai-je dit. Je suis préparé. Au moment où j'ai quitté le bureau, l'enquête était officiellement ouverte. Les téléphones de ma famille allaient vibrer maintenant, pas le mien. Avis officiel d'enquête, demande de documentation, avertissement concernant d'éventuelles poursuites pénales. Je suis rentré chez moi, dans ma belle maison vide. En arrivant dans l'allée, je les ai vus, maman,
papa et Amélie, debout sur mon porche. Maman pleurait, papa avait l'air furieux, et Amélie. Amélie avait juste l'air effrayée. J'ai garé la voiture mais je ne suis pas sorti. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police nationale. Bonjour, oui, j'aimerais signaler des intrus sur ma propriété. J'ai regardé à travers mon pare-brise une voiture de patrouille arriver 10 minutes plus tard. J'ai regardé ma famille essayer de discuter, d'expliquer, de se sortir de là par la manipulation, comme ils l'avaient toujours fait. J'ai regardé alors qu'ils étaient escortés hors de ma propriété, maman pleurant toujours, papa menaçant toujours, Amélie jouant toujours la victime. Alors que leur voiture disparaissait dans la rue, je suis finalement sorti et je suis entré dans ma maison. C'était calme, paisible. Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas de demande. Juste moi, mes réalisations, mon espace. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de maman, tu as détruit cette famille. J'ai tapé 3 mots en retour, non, vous l'avez fait. Puis j'ai bloqué leur numéro. Chacun d'eux. Et j'ai ouvert une bouteille de vin. Demain, l'enquête de la compagnie d'assurance commencerait. Demain, ils apprendraient exactement ce qui arrive quand on pousse trop loin, qu'on prend trop, qu'on suppose trop. Mais ce soir, je dormirai paisiblement dans ma propre maison, sachant que j'avais enfin fait quelque chose pour moi. La compagnie d'assurance a agi rapidement. Dès lundi matin, chaque réclamation frauduleuse était signalée et chaque paiement gelé. J'étais assise à mon bureau, regardant les emails de l'équipe d'enquête affluer. Ils avaient trouvé encore plus que moi, des réclamations pour des procédures qui n'avaient jamais eu lieu, des médicaments qui n'avaient jamais été prescrits, des traitements qui n'existaient que sur papier. Ma collègue, Jessica, s'arrêta à mon bureau, le visage inquiet. Sophie, ta sœur est là. Elle fait une scène dans le hall. J'affichais le flux de sécurité sur mon ordinateur. Il y avait Amélie, sac à main de créateur au bras probablement acheté avec de l'argent frauduleux pleurant de façon dramatique à quiconque voulait bien l'écouter. Ma sœur essaie de me détruire. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. Je cliquais sur l'interphone. Sécurité, veuillez escorter Madame Amélie Dubois hors des lieux. Elle est impliquée dans une enquête de fraude active. À travers le flux, je regardais 2 agents de sécurité s'approcher d'elle. Elle essaya ses tactiques habituelles, larmes, supplications, jouer la victime. Mais contrairement à notre famille, ces gens étaient immunisés contre sa manipulation. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla-t-elle alors qu'il la faisait sortir. Je suis sa sœur. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis hier. Pas seulement de ma famille, mais de leurs amis, de parents éloignés, même de nos anciens voisins. Tout le monde avait un avis, tout le monde pensait mieux savoir. Tu ne peux pas faire ça à ta propre sœur. La famille, c'est tout. Comment peux-tu être si sans cœur? Mais ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas vu les années de manipulation, le drainage constant, la façon dont ils utilisaient ma position, ma confiance, mon amour contre moi. Monsieur Martin m'appela dans son bureau vers midi. Les chiffres sont pires que nous ne le pensions, dit-il en faisant glisser un dossier sur son bureau. Nous avons trouvé des preuves qu'il coachait d'autres familles sur la façon de commettre une fraude à l'assurance. Votre sœur dirigeait une sorte d'entreprise de consultation. J'ouvris le dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'un groupe Facebook privé. Le visage souriant d'Amélie y figurait, offrant des conseils sur la façon de maximiser les réclamations d'assurance. Elle facturait 500 € aux gens pour des consultations sur la façon de frauder les compagnies d'assurance, en utilisant mes connaissances d'initié, ma position, ma réputation. Le PNF, Parquet national financier, a été informé, continua Monsieur Martin. Cela va au-delà de la simple fraude. C'est du crime organisé. J'aurais dû ressentir quelque chose. Tristesse, regret, peut-être même de la culpabilité. Au lieu de cela, je me sentis soulagé. Enfin, il y aurait des conséquences. Mon téléphone professionnel sonna. C'était l'hôpital où Amélie prétendait avoir subi toutes ces procédures. Ils avaient terminé leur audit. Mademoiselle Dubois, nous avons examiné toutes les réclamations soumises au titre de votre assurance. La plupart de ces procédures, elles n'ont jamais eu lieu. Les dates, les médecins listés, certains d'entre eux ne travaillent même pas ici. Je les remerciai et ajoutai leur rapport au dossier croissant. Chaque élément de preuve était un autre clou dans le cercueil que ma famille s'était construit.
Vers 15 heures, papa se présenta. Contrairement à Amélie, il ne fit pas de scène. Il se dirigea directement vers le bureau de la sécurité et me demanda. Je le regardais à travers le flux de sécurité alors qu'il se tenait là, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Une partie de moi voulait descendre, expliquer, lui faire comprendre. Mais je savais mieux. Il n'était pas là pour comprendre. Il était là pour contrôler. J'envoyais la sécurité lui remettre un message, « Monsieur Dubois, votre présence a été notée dans notre enquête. Veuillez quitter les lieux avant que nous ne contactions les autorités. » Il partit, mais pas avant d'avoir regardé directement dans la caméra de sécurité, ses yeux ne montrant aucun remords, seulement de la colère. La même colère que j'avais vue chaque fois que je remettais en question leur demande ou que j'hésitais à leur donner ce qu'ils voulaient. À la fin de la journée, la compagnie d'assurance avait compilé suffisamment de preuves pour déposer des accusations criminelles. Le PNF mènerait des entretiens demain. Ma famille recevrait bientôt des avis officiels. En rentrant chez moi, je passais devant la maison de mes parents. Des voitures étaient garées à l'extérieur, tante, oncle, amis de la famille. Sans aucun doute, ils tenaient une réunion, essayant de trouver comment arranger ça, comment se sortir de là par la manipulation, comme ils l'avaient toujours fait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'y aurait pas d'arrangement, pas de manipulation, pas de fille coupable signant des chèques pour que tout disparaisse. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis en haut-parleur. Sophie? C'était ma tante Lydie. Ta mère est dévastée. Elle ne mange pas, ne dort pas. C'est ça que tu voulais. Ce que je voulais? Je ris. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne m'utilisait pas. Ce que je voulais, c'était une sœur qui ne me volait pas. Ce que je voulais, c'était des parents qui se présentaient à ma pendaison de crémaillère. Mais ce sont ta famille. Non, dis-je fermement. Ce sont des criminels qui se trouvent être mes parents. Il y a une différence. Je raccrochai et bloquai également son numéro. À la maison, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à écrire un compte rendu détaillé de tout, chaque manipulation, chaque mensonge, chaque euro volé. Pas pour l'enquête, mais pour moi-même. Pour me rappeler pourquoi je faisais ça, pourquoi c'était nécessaire. Ma sonnette retentit. À travers la caméra de sécurité, je vis maman debout, le maquillage strié de larmes. « Sophie, s'il te plaît, » cria-t-elle. « On peut t'arranger ça. On te remboursera tout. Arrête juste l'enquête. » J'appuyai sur le bouton de l'interphone. « Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle à nouveau la police nationale. »« Nous sommes ta famille, » sanglota-t-elle. « Comment peux-tu faire ça à ta famille ? » ?»« De la même manière que vous me l'avez fait, » répondis-je. Facilement. Je la regardai partir, les épaules secouées de sanglots, mais je ne ressentis rien. Il m'avait tout pris, ma confiance, mon argent, ma réputation professionnelle. Maintenant, c'était à mon tour de leur prendre quelque chose, la vérité. Alors que la nuit tombait, je m'assis dans ma maison silencieuse, regardant de vieilles photos de famille. Des sourires heureux cachant de vilaines vérités. Des moments parfaits dissimulant des années de manipulation et de fraude. Demain, le PNF les interrogerait. Demain, ils apprendraient que les actions ont des conséquences. Demain, leur famille parfaite s'effondrerait. Mais ce soir, j'étais enfin libre. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS d'Amélie, « J'espère que tu es heureuse. Tu as tout ruiné. » Je souris et tapai en retour, « Non. C'est vous qui avez fait ça, tout seul. » Puis j'éteignis mon téléphone, me versai un autre verre de vin et commençai à planifier ma nouvelle vie. Une vie sans leurs demandes constantes, leur manipulation, leur fraude. Une vie qui m'appartenait vraiment. Les entretiens du PNF ont frappé ma famille comme un ouragan. J'ai observé depuis mon bureau alors que l'agent Mercier, une femme aux yeux vifs dans la quarantaine, démantelait systématiquement leurs mensonges soigneusement construits. Amélie est passée la première. À travers le miroir sans teint, j'ai vu ses tactiques habituelles échouer de manière spectaculaire. Les larmes, les soupirs dramatiques, les affirmations d'incompréhension, rien de tout cela n'a fonctionné sur l'agent Mercier. « Madame Dubois, » dit l'agent Mercier, sa voix froide et professionnelle, « nous avons des preuves que vous organisiez des ateliers pour enseigner à d'autres comment commettre une fraude à l'assurance. Souhaitez-vous expliquer cela ?
Le visage d'Amélie s'est effondré. C'était juste des conseils. J'aidais les gens à naviguer dans le système. En utilisant la position de votre sœur? En leur apprenant à déposer de fausses réclamations? L'entretien a duré 4 heures. À la fin, Amélie avait impliqué non seulement elle-même, mais aussi nos parents, plusieurs de leurs amis et un réseau de personnes qui la payaient pour des consultations. L'entretien de papa fut plus court, mais plus explosif. Il a d'abord essayé l'intimidation, puis la négociation, et enfin des supplications désespérées. Ma fille fait une erreur, insista-t-il. C'est une affaire de famille. Non, monsieur Dubois, corrigea l'agent Mercier. C'est un crime fédéral. Quand ils lui ont montré les preuves et les faux dossiers médicaux, les réclamations gonflées, les pistes d'argent, son visage est devenu pâle. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. L'entretien de maman fut peut-être le plus révélateur. Elle a craqué presque immédiatement, mais pas de culpabilité. Elle était en colère. Sophie nous doit ça, sanglota-t-elle. Nous l'avons élevée, nous lui avons tout donné. Elle avait le devoir d'aider sa sœur. En vous permettant de commettre une fraude, demanda l'agent Mercier. Ce n'était pas de la fraude, insista maman. C'était la famille qui aidait la famille. Mais les preuves racontaient une histoire différente. Les relevés bancaires montraient qu'ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens depuis des années, vêtements de marque, vacances de luxe, restaurants chers, tout financé par des réclamations d'assurance frauduleuses faites au titre de ma police. À la fin de la journée, l'agent Mercier avait suffisamment d'éléments pour de multiples inculpations. Elle m'appela dans son bureau pour me mettre au courant. Le réseau de fraude de votre famille va plus loin que nous ne le pensions initialement, expliqua-t-elle en étalant des photos sur son bureau. Votre sœur n'enseignait pas seulement aux gens comment commettre une fraude, elle prenait un pourcentage de leurs réclamations réussies. Les photos montraient Amélie lors d'ateliers tenus dans des salles de conférences d'hôtels, enseignant à d'autres comment manipuler le système. Mon système. Mon entreprise. Nous envisageons des peines de prison importantes, continua l'agent Mercier. Vos parents pourraient écoper de jusqu'à 15 ans. Votre sœur, compte tenu de son rôle d'organisatrice, pourrait écoper de plus. J'aurais dû ressentir quelque chose. Tristesse, regret, n'importe quoi. Au lieu de cela, je me sentis étrangement paisible. La nouvelle se répandit dans notre communauté comme une traînée de poudre. Les gens qui m'avaient traité de sans-cœur se turent soudainement lorsque les détails émergèrent. Ceux qui avaient bénéficié des ateliers d'Amélie commencèrent à supprimer des publications sur les médias sociaux, essayant de se distancier. Mais c'était trop tard. Le PNF avait tout. Ce soir-là, en quittant le travail, je trouvai tante Lydie qui m'attendait près de ma voiture. Ils vont les arrêter demain, dit-elle, la voix tremblante. Ils vont les emmener menotter. C'est ça que tu voulais. Je la regardais vraiment. Elle avait toujours été la plus grande complice de maman, défendant toujours leurs actions, me poussant toujours à donner plus. Ce que je voulais, dis-je doucement, c'était une famille qui ne me voyait pas comme un distributeur automatique. Ce que je voulais, c'était une sœur qui ne me volait pas. Ce que je voulais, c'était des parents qui se présentaient réellement quand j'avais besoin d'eux. Mais la prison. Murmura-t-elle. Ce sont ta famille. Non, la corrigeai-je. Ce sont des criminels qui se trouvent partager mon ADN. Et les criminels font face aux conséquences. Je montai dans ma voiture et rentrai chez moi, la laissant debout sur le parking. À la maison, je trouvai ma boîte aux lettres pleine de lettres. Des cartes d'anciens amis de la famille exprimant leur déception envers moi. Des lettres de parents me disant que je faisais une énorme erreur. Même un mot de mon ancienne catéchiste me demandant comment je pouvais faire ça à ma propre chair et à mon propre sang. Je les jetai toutes au recyclage sans les ouvrir. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Amélie, ils viennent nous arrêter demain. C'est ta dernière chance d'arrêter ça. S'il te plaît, Sophie. On peut trouver un arrangement. J'ai pensé à ma pendaison de crémaillère vide, aux années de manipulation et de vol, à la façon dont ils utilisaient ma position, ma confiance, mon amour contre moi. J'ai tapé en retour, vous avez eu des années de chance. Vous avez choisi la fraude à la place. Au revoir, Amélie. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire un email à tous les membres de notre famille élargie et de notre cercle social. Ils méritaient de connaître la vérité. Pas la version manipulée que ma famille avait répandue, mais la vraie histoire.
J'ai joint des documents, des registres, des preuves d'années de fraude. La preuve de la façon dont il m'avait utilisé, volé, trahi ma confiance. Il ne s'agit pas de famille, écrivis-je. Il s'agit de crime. Et les criminels font face aux conséquences, quel que soit leur ADN. J'appuyai sur envoyer et fermai mon ordinateur portable. Demain, ils seraient arrêtés. Demain, leur façade de famille parfaite volerait enfin complètement en éclats. Mais ce soir, je dormirai paisiblement, sachant que je m'étais enfin défendu. Ma sonnette retentit une dernière fois. À travers la caméra de sécurité, je les vis tous les trois, maman, papa et Amélie, debout sur mon porche. « Sophie, s'il te plaît », cria maman. « On peut arranger ça. On te remboursera tout. » J'appuyai sur le bouton de l'interphone. « Quittez ma propriété maintenant, ou j'appelle la police nationale. C'est votre seul avertissement. »« Tu ne peux pas nous faire ça, » hurla Amélie. « Nous sommes ta famille. »« Non, » dis-je fermement. « Vous êtes des criminels. Et demain, tout le monde le saura. » Je les regardais partir, les épaules affaissées de défaite. Pour la première fois depuis des années, ils ne pouvaient pas se sortir de là par la manipulation, ne pouvaient pas me culpabiliser pour réparer leurs problèmes. Demain apporterait des arrestations, des inculpations, l'effondrement final de leur monde frauduleux. Mais ce soir, j'étais enfin, vraiment libre. 5 ans ont passé depuis ce jour. Les arrestations ont fait les gros titres locaux, réseau familial de fraude à l'assurance démantelé par la fille lanceuse d'alerte. Les procès ont été rapides, les preuves accablantes. Amélie a écopé de 12 ans, et maman et papa de 8 chacun. Le PNF a récupéré la majeure partie de l'argent, bien qu'une partie ait été dépensée pour leur style de vie somptueux. J'ai gardé la coupure de journal, non par rancune, mais comme un rappel. Un rappel que se défendre n'est pas une trahison, c'est de la survie. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin, la même maison qu'ils avaient refusé de visiter pour ma pendaison de crémaillère. Mais c'est différent maintenant. Les pièces vides sont remplies de paix au lieu d'attente. Le silence ne contient aucune culpabilité, seulement du contentement. Mon téléphone vibre. Un message de l'agent Mercier, les clients consultants d'Amélie sont toujours poursuivis. Le réseau de fraude était plus vaste que quiconque ne l'imaginait. Certains jours, je me demande combien de familles ils ont appris à voler, combien d'autres ils ont corrompu avec leur cupidité. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de maman de prison. La même écriture fluide, la même manipulation émotionnelle. Nous sommes toujours ta famille, Sophie. Quand nous sortirons, nous aurons besoin d'aide pour recommencer. Tu es tout ce que nous avons. Je n'ai pas répondu. Certaines leçons, ils ne les apprendront jamais. Papa n'a pas écrit. Sa fierté ne le lui permet pas. Mais j'ai entendu par des parents qu'il dit à tout le monde que je les ai trahis, que j'ai choisi l'argent plutôt que la famille. Il ne mentionne pas la fraude, le vol, les années de manipulation. Dans leur histoire, je suis toujours la méchante. Amélie écrit tous les mois, chaque lettre un chef-d'œuvre de manipulation. Elle a changé, elle est désolée, elle a appris sa leçon. Mais entre les lignes, je peux toujours lire la vérité, elle est désolée de s'être fait prendre, pas désolée de l'avoir fait. Ma vie a avancé. J'ai été promu au travail, ma révélation du réseau de fraude m'a valu le respect dans l'industrie. Je me suis fait de vrais amis, des gens qui se présentent non pas parce qu'ils veulent quelque chose, mais parce qu'ils tiennent à moi. Le mois dernier, je me suis marié. Une petite cérémonie dans mon jardin, entourée de gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Mon mari connaît mon histoire. Il comprend pourquoi je vérifie chaque document financier 2 fois, pourquoi je tiens des registres si soigneux. La veille de mon mariage, tante Lydie a appelé. Il devrait être là, dit-elle. Ce n'est pas bien de se marier sans sa famille. J'ai une famille, répondis-je. Une vraie famille. Des gens qui ne me volent pas, qui ne m'utilisent pas, qui se présentent quand ils disent qu'ils le feront. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Parfois, tard dans la nuit, je regarde de vieilles photos de famille. Non pas avec regret, mais avec clarté. Derrière chaque sourire se cachait un stratagème. Derrière chaque étreinte se trouvait une main cherchant mon portefeuille. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'exploitation déguisée en obligation familiale. Ma sonnette retentit. À travers la caméra de sécurité, je vois un livreur avec des fleurs.
La carte indique « Joyeux anniversaire Sophie. Amour, maman, papa et Amélie. » J'ai vérifié les registres de la prison. Ils essaient d'obtenir une réduction de peine. Ce n'est qu'une autre manipulation, une autre tentative de prouver qu'ils ont changé. Je donne les fleurs à un hôpital local et je déchire la carte. Ma vraie célébration vient plus tard, dîner avec des amis qui se souviennent de mon anniversaire parce qu'ils tiennent à moi, pas parce qu'ils veulent quelque chose. Des gens qui se présentent quand ils disent qu'ils le feront, qui donnent sans rien attendre en retour. C'est ça, une vraie famille. Assise dans mon jardin, regardant le coucher de soleil, je ne ressens rien d'autre que la paix. La culpabilité a disparu, remplacée par la compréhension. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'éloigner, même des liens du sang, lorsque ces liens deviennent des chaînes. Mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS de groupe de ma vraie famille, des amis qui planifient un barbecue pour le week-end. Pas de manipulation, pas d'arrière-pensée, juste une connexion sincère. Je souris et tape en retour, je serai là. Parce que c'est ce que fait une vraie famille. Ils se présentent. Ils se soucient. Ils aiment sans condition. Et parfois, ce ne sont pas ceux avec qui vous êtes nés, mais ceux que vous choisissez.